Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 13 septembre, j'étais l'invité de Punchline sur CNews, une émission dans laquelle nous avons abordé plusieurs sujets. D'abord le plan pauvreté d'Emmanuel Macron, ensuite les déclarations d'Emmanuel Macron sur la mort de Maurice Audin, ensuite la question des 80 km/h et enfin les déclarations de Nicolas Sarkozy sur le cancer des enfants. Alors c'était une émission extrêmement longue parce qu'on était pendant 1h45 sur le plateau. Au final ça fait, quand on a coupé les pubs, une émission de 1h20 à peu près. Et du coup, comme c'est très long et que je sais que parfois vous n'avez pas la patience de regarder ces émissions en entier, et je vous comprends, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo les extraits où j'ai pris la parole, disons les minutages où j'ai pris la parole, et je vais vous préciser de quel sujet il s'agissait. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et puis je vous retrouve à la fin. On se retrouve dans Punchline avec nos invités Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique, Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. On salue également Emmanuel Ménard, député du Var, bonsoir. Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, de l'Hérault, autant pour moi. Et donc Europe Écologie Les Verts, tout va bien là, de l'Hérault et national. Je ne me trompe pas. Et Antoine Léaumont, bonsoir. Bonsoir. Responsable de la communication numérique de la France Insoumise. On va parler d'abord du plan pauvreté annoncé ce matin par le président Emmanuel Macron, un plan doté de 8 milliards d'euros, dont 4 millions d'euros redéployés. Principale mesure, prévention de la précarité en faveur des plus jeunes, instauration d'un revenu universel d'activité. Ça rappelle quelque chose, ça rappelle la primaire de gauche. On aura Benoît Hamon tout à l'heure en duplex qui nous dira ce qu'il pense de ce piratage de son slogan de campagne. Et puis le renforcement des dispositifs d'accompagnement au retour à l'emploi. Tout ça, c'est assez flou pour l'instant. Mais on va d'abord commencer par écouter les mots du président Macron. On a entendu tout à l'heure le Mozart qu'on assassine dans chaque enfant qui naît dans une famille en difficulté. Là, on a vraiment vu qu'il a usé et abusé de la métaphore autour de la cordée et de la montagne, sujet de Laurie Canac. Pour sa rentrée sociale, Emmanuel Macron file à nouveau une métaphore qu'il affectionne particulièrement. Aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Il y a toujours des gens pour ouvrir une voie, il y a des gens plus véloces, il y a des gens qui ont plus de chance. Et tirer sur la corde pour qu'ils montent moins vite n'aidera pas ceux qui restent en bas. La cordée, une image qui vise à valoriser l'effort collectif. Emmanuel Macron l'utilise pour la première fois en octobre 2017. Je crois à la cordée. Je veux qu'il y ait des femmes et des hommes qui réussissent pour tirer les autres. Par contre, ce que je leur demande, c'est d'être des premiers de cordée. Depuis, à chaque discours, son petit mot sur la cordée. C'est en effet cette cordée dont j'ai parlé. Les maires sont en effet ces premiers de cordée. C'est une histoire de cordée, cette aventure. Emmanuel Macron l'utilise tellement qu'elle fait même réagir au sein de l'Union européenne. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Peu importe les critiques, le président garde le cap. Je crois à cet ensemble, j'ai voulu le traduire par cette image de la cordée. Ça déplaît à beaucoup, donc je vais continuer à l'utiliser, parce que moi je trouve qu'elle parle. Une expression parlante pour certains, clivante pour d'autres. Alors, pourtant, le président n'est pas savoyard, il ne connaît pas la cordée. Clément Viktorovitch, pourquoi ce mot qui revient comme ça, régulièrement, comme une ritournelle ? Alors, l'idée du président Emmanuel Macron, avec l'idée du premier de cordée, c'est d'exprimer une théorie économique. La théorie économique qu'on appelait auparavant théorie du ruissellement, mais c'est exactement la même idée, c'est que les entreprenants, les personnes fortunées qui investissent en tout cas dans l'économie, qui dynamisent l'économie, entraîneraient à leur suite tout le reste des concitoyens, y compris les citoyens défavorisés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une métaphore, c'est une image qu'il emploie Emmanuel Macron. Et une métaphore, c'est utile pour expliquer un concept. Par contre, une métaphorisation n'a jamais valu de démonstration. Et il ne suffit pas d'invoquer l'idée qu'il y ait des premiers de cordée et qu'il y ait une corde pour que ce soit vrai. Il lui appartient de démontrer que sa politique économique produira effectivement des résultats pour les plus défavorisés aussi. Pour l'instant, ça reste encore à démontrer. Emmanuel Ménard, la cordée, elle vous évoque quelque chose ou c'est un artifice ? C'est encore une fois un bel effet d'annonce. Effectivement, il utilisait cette métaphore du premier de cordée. Maintenant, il s'est rendu compte que premier de cordée, c'était aussi assimilé dans la tête des Français comme le président de ceux qui ont réussi, le président des riches. Il essaie de corriger cette image-là. Il parle du dernier de cordée maintenant. Et voilà, on l'a dit tout à l'heure, le président des anti-pauvres. Mais bon, il suffit pas de l'annoncer. Et encore une fois, c'est pas mécanique, quoi. Il suffit pas de dire les choses pour que ça fonctionne. C'est pas de l'incantation, Julien Bayou ? C'est même presque de la condescendance. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a beaucoup d'affection, d'attirance, de respect, de je sais pas quoi pour les premiers de cordée, les chefs des multinationales, les plus riches, et qui leur favorise la vie, avec la baisse de l'ISF, la baisse de l'impôt sur la solidarité sur la fortune, qui nous a coûté 5 milliards d'euros, qui a été décidé comme ça en un mois juste après son élection. Et par contre, quand il s'agit
Parce que ça crée de l'emploi. C'était Mais non, ça crée pas d'emploi. C'était à l'époque l'argument qui était utilisé. Je crois qu'il n'y avait même pas d'argument. En vrai, quand vous discutiez avec les députés En Marche, ils ne savaient pas pourquoi on faisait ça. En fait, ça ne crée pas d'emploi, ça on le sait depuis Thatcher et Reagan, etc. Et ça ne crée pas de croissance. Et la croissance, en plus, ça génère des inégalités. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 9 millions de pauvres. Et ils se retrouvent à parler de dernier de cordée. C'est très condescendant. Et l'effort n'est pas là. Il n'y a rien dans ce plan qui trouve grâce à vos yeux, encore une fois. En fait, le truc, c'est que c'est contredit par l'ensemble de sa politique. C'est-à-dire, je prends un petit exemple, le petit déjeuner dans les cantines. C'est une bonne chose, il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Donc bien sûr qu'il faut organiser cela. Mais dans le même temps, c'est un effort qui va peser sur les communes, à qui on baisse les dotations. Donc de fait, si vous supprimez les emplois aidés, si vous baissez les dotations des communes, les endroits où il y a peu d'argent, eh bien, on renforce les difficultés. Alors, Jean-Claude Dacier, sur l'impôt un petit mot sur les cordées, puis après on va dans le... Bien que c'est dans les moi, je ne mesures. fais pas d'alpinisme, mais j'ai plutôt peur en montagne. Donc, je ne suis pas sur ça vaut ce que ça vaut. On verra bien, en effet, les résultats. Sur l'impôt sur la fortune, simplement, quand on est le seul pays à l'avoir, admettez l'idée que ça défavorise les chefs d'entreprise et l'activité économique. Quoi Je refais parce que l'argent, il part ailleurs et il ne reste pas chez nous. Mais c'est pareil, une évidence, mais ce n'est pas grave. Si on était les seuls à avoir l'impôt sur la fortune, il y avait... Il y a d'autres pays qui taxent le patrimoine, l'impôt sur la fortune, on était quasiment le seul pays au monde à l'avoir. On est le seul à avoir la sécurité et la supprimer. Moi, je trouve dommage que sur un plan pauvreté qui vaut ce qu'il vaut, certes, il faudra attendre. Il y a une loi qui viendra en 2020. Il y a encore un travail de préparation à faire. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas moyen de trouver un minimum de bienveillance sur les objectifs. Ce serait déjà pas mal. Parce que quand même, quand le constat est, et il est absolument imparable, qu'avec la magnifique politique que nous avons mise en œuvre depuis des années, nous sommes les recordman du monde de la prestation sociale, et nous sommes les recordman d'Europe, ou en tout cas pas loin, du nombre de chômeurs. Et je ne parle même pas de la dette. Quand on fait ce constat, et qu'en effet, le chômage et la pauvreté ne bougent pas, totalement stagnant. Quand on y tombe, on n'arrive pas à en sortir. Il faut quand même se dire qu'on peut peut-être essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux et de plus efficace. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous descendez ça en flamme parce que vous faites vous avez une posture politique qui est quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive de ce gouvernement, c'est nul. Je trouve ça dommage. Allez, Antoine Léaumont et ensuite Emmanuel Ménard. Regardez 2 secondes. Sur l'image qui est derrière Emmanuel Macron, il y a écrit « faire plus pour ceux qui ont moins ». Qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de son quinquennat ? L'exact inverse. Il a fait énormément pour ceux qui ont déjà tout. Donc, au bout d'un moment, on est en droit de mettre le président de la République devant ses actions. Quand il supprime l'ISF, ça coûte 4,5 milliards d'euros par an. Il y a de quoi faire 2 plans. Que ça rapporte. Il y a de quoi faire ça rapporte rien. Ça ne fait que coûter. Il y a de quoi faire avec ça. Il y a de quoi faire 2,5 plans pauvreté chaque année. Là, l'année prochaine, il est parti pour transformer le CICE. L'année prochaine, on va payer le CICE. CICE, c'est pas bien non plus. Non. Mais non. Bon, est-ce que ça produit quelque chose ? Qu'est-ce que ça fait comme emploi ? Et Macron n'a pas de chance. Où sont les emplois ? Alors attendez, monsieur. Ça peut pas venir sur un claquement de doigts. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Ça fait 30 ans qu'on applique la politique que vous voulez appliquer. Où est l'emploi créé ? Où sont les emplois créés ? Le seul moment où on a créé des emplois depuis des années, c'est quand on a mis en place les 35 heures. C'est quand on a réparti le temps de travail entre les gens qui travaillent déjà. Donc, au bout d'un moment, croire que les 35 heures nous ont en effet coûté beaucoup d'emplois. Mais pas du tout. Ça a créé des emplois. Pour le coup, 250 pour dire que ça en a créé 200 000. Vous êtes les seuls à le croire. Non, mais non. La Cour des comptes, le rapport officiel de l'Assemblée. Alors, on est sur autre chose que les mesures annoncées aujourd'hui. Non, mais en plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Allez-y, Emmanuel. Alors, est-ce que je peux parler de mesures concrètes ? Je vais prendre 2 exemples parce que c'est vraiment très, très parlant. Moi, je suis d'accord. Je veux bien faire confiance à M. Macron. Je veux bien lui accorder le crédit. Les intentions sont bonnes et sont louables. Simplement, quand on regarde de plus près, je prends 2 mesures, par exemple. La cantine à 1 €. Bonne idée. La cantine à 1 €, c'est une très bonne idée. Nous, à Béziers, on l'a fait depuis 2014. Et effectivement, ça marche. Il y a plusieurs villes qui le font déjà. Mais pourquoi pas la gratuité ? Je vais vous dire, 30 000 repas de plus par an depuis qu'on a mis en place cette mesure. 400 000 € de compensation. 400 000 € de compensation. Qui va payer ? Les communes ou l'État ? Moi, je voudrais avoir ça comme information. Parce que, et à votre avis, ce sont les communes ? M. Macron, il demande aux communes et il fait signer des contrats aux communes en disant vous devez faire stagner vos dépenses, vous ne devez pas dépenser
dépenser plus, il faut absolument rester au même niveau de dépenses. Très bien, sauf qu'on va leur demander plus d'efforts. Ensuite, il dit il faut construire des crèches. Très bien, moi je suis pour construire des crèches. Des crèches Monsieur mixtes. Macron, Voilà, justement, pour qu'il y ait une quand il est mixité arrivé- dans ces lieux. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Une des premières mesures qu'il a prises, c'est supprimer les contrats emploi aidés. Mais oui. Bien sûr. Supprimer les contrats emploi aidés, par exemple. Je reprends toujours pour être 200 dans 000. du concret. À Béziers, on avait 2 crèches associatives. Quand on a annoncé la suppression des contrats emploi aidés, elles ont failli fermer. C'est encore une fois la commune qui a dû compenser. Les 2 crèches vont continuer à travailler, elles vont continuer à ouvrir, 20 berceaux d'un côté, 19 de l'autre. Très bien. Mais c'est pas l'État, c'est la commune. Et ça pèse toujours plus sur la commune. Et encore une fois, les contrats emploi aidés. Monsieur Macron, il dit ce qu'il faut, c'est aider les gens à retrouver du travail. La mairie de Béziers, 140 emplois aidés, 140 emplois sur le carreau depuis qu'il a supprimé cette mesure. Alors, je veux bien des beaux discours, mais quand on voit ce qui s'est passé depuis son élection et maintenant les beaux effets d'annonce, avec en plus des annonces de lois qui seront votées en 2020, ça me fait un peu sourire et je me permets d'être un peu sceptique. C'est un peu lointain tout cela, Julien Bayou. C'est trop peu, trop tard. Enfin, je veux dire, vraiment, l'essentiel de ces mesures ont été faites, soi-disant, pour créer un choc de confiance économique. En fait, les grandes entreprises qui ont reçu, comme disait Antoine Lemant, l'UCICE, elles l'ont utilisé pas pour embaucher. Elles ont restauré leur marge. Quand elles ont investi, c'était pour automatiser ou pour se délocaliser. Donc en fait, on a juste donné de l'argent pour se tirer une balle dans le pied. Et beaucoup d'argent. On parle de 20 milliards. Par an. Et donc, l'ensemble de cette politique économique, y compris la suppression des emplois aidés, ça veut dire quand même mettre des gens au chômage. Et les emplois aidés, c'était pour les gens qui étaient loin. Donc, on les a remis la tête sous l'eau. C'est tout le contraire. On pourrait développer à loisir la baisse de 5 € chaque année sur les aides personnalisées au logement. C'est comme ça qu'on aide les pauvres. Ou Et il y a même un dernier élément, c'est d'ailleurs là-dessus que Nicolas Hulot a insisté lors de sa démission, la rénovation thermique. Pour aider les ménages les plus pauvres, il n'y a rien de mieux, parce que vous faites baisser les factures d'électricité, ça limite la pollution, et on peut espérer un emploi tous les 6 logements rénovés. Eh bien, il n'y a pas le compte. Nicolas Hulot est en partie pour ça. Et il n'y avait pas grand-chose sur le logement dans ce qui a été annoncé ce matin. Clément Viktorovitch, avant de parler du revenu universel. En fait, sur l'ensemble du plan d'Emmanuel Macron, évidemment que les mesures sont bonnes et il y a un consensus, j'ai l'impression, sur le fait que les mesures qu'il annonce sont de bonnes mesures. Mais en fait, quand on veut évaluer une politique, on ne peut pas se contenter de regarder un catalogue de mesures. À la fin, il faut toujours revenir aux chiffres, au chiffrage, combien ça coûte. C'est comme ça qu'on sait comment sont répartis les gains au sein d'une société. Et force est de constater que là, ce qu'annonce Emmanuel Macron, c'est 8 milliards d'euros sur 4 ans, c'est-à-dire 2 milliards par an. Un effort conséquent, on dira. C'est vrai, mais quand on regarde le reste de sa politique, la transformation de l'ISF en IFI, c'est 3 à 4 milliards par an. La flat tax sur les dividendes, c'est 1,5 milliard d'euros par an. L'exit tax, la suppression de l'exit tax qui pourrait être votée, personne ne sait combien c'est chiffré. On parle de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards d'euros. Bon, toutes ces mesures sont des mesures qui sont clairement à destination des citoyens les plus favorisés. Non, c'est à destination de l'économie. Non, c'est pour essayer de la relancer. Vous êtes dans le rêve, là. Jean-Claude Dacier, si vous me laissez finir. Prouvez-le que ça a créé des emplois. Montrez-nous les emplois qui ont été Vous êtes dans créés. la pensée magique. Je vais juste finir. Terminé, si vous après voulez on bien. passe au revenu Quand on a les universel résultats de la d'activité. politique qui a été Ça faite va, jusqu'à je vais présent, juste terminer, s'il vous plaît bien. Mais ça fait franchement, 30 on ans. devrait faire preuve d'un peu plus de Mais modestie. ça fait 30 ans que c'est la même mettez-le au politique pouvoir, qui est vous allez menée. voir. Heureusement, Ça fait j'espère que vous allez vite arriver au pouvoir. J'espère qu'on va vite. Un dernier mot, Le Clément. résultat, ça se fera on va s'accorder dans 18 mois. Jean-Claude Dacier, on va Dans s'accorder 4 sur ans, un vous truc. verrez. On va s'accorder sur une chose. Clément Viktorovitch. Si vous voulez bien arrêter de tempêter comme ça, on va s'accorder sur une chose. Ces mesures sont à destination des citoyens les plus favorisés en espérant qu'ils réinvestissent dans l'économie. Mais c'est un espoir. Bon. C'est une pensée Et magique. à côté de cela, quand même, ce qu'a fait Emmanuel Macron cette année, c'est la désindexation des APL, des pensions de retraite, des allocations familiales. Ça, c'est 3 milliards d'euros. Et il est question de le répliquer l'année d'après, c'est encore 3 milliards d'euros. Quand on fait le total, Emmanuel Macron Et la baisse de redistribue dotation, aux parce que c'est des services publics. et on pourrait rajouter cela. Emmanuel Macron redistribue effectivement aux plus pauvres 8 milliards d'euros, mais à côté, il a redistribué beaucoup plus aux plus riches crois et qu'on il a a repris entendu dans la poche des plus pauvres Vos par ailleurs. arguments à tous. On va écouter maintenant Emmanuel Macron sur ce revenu universel d'activité qui n'a pas à avoir grand-chose avec celui que proposait Benoît Hamon. Et les écologistes. Écoutez le président. Nous devons aller plus loin et changer d'échelle. C'est pourquoi je souhaite que nous créions, là aussi, par une loi en 2020, sur la base d'un travail collectif, un revenu universel d'activité, qui fusionne le plus grand nombre possible de prestations et dont l'État sera entièrement responsable. En associant toutes les parties prenantes, en associant celles et ceux qui ont vécu pauvres ou vivent pauvres, je souhaite que nous puissions construire ce revenu universel d'activité.
Je vous demande une faveur, ne l'appelez pas RUA. Ne l'appelez pas REA parce qu'il ne faut pas cataloguer les gens. Fin de citation. Charlotte Dornelas, qu'est-ce que ça vous inspire, ce revenu universel d'activité ? Là, effectivement, on a un Emmanuel Macron en grande communication, c'est-à-dire qu'il a dit revenu universel, ça a fait réagir tout le monde sur le thème revenu universel. Alors effectivement, à gauche, on a dit c'est pas du tout ça le revenu universel, et à droite, beaucoup ont hurlé en disant le revenu universel pour les gens qui ne travaillent pas. Il l'a effectivement soumis à condition, comme il l'explique. Le problème, c'est que c'est un peu ce qu'on disait depuis le début. Dans ce discours, Emmanuel Macron utilise des mots pour essayer de dire ce qu'il voudra faire, ce qu'il fera demain, ce qu'il fera en 2020, ce qu'il fera je sais pas quand, et ce que personne ne sait. Et là encore, il dit on va demander des efforts aux gens. En même temps, on va laisser les prestations sociales comme elles sont aujourd'hui. Mais moi, depuis le début, ce que j'entends, que ce soit dans l'accordé, que ce soit dans les chefs d'orchestre et tout. D'ailleurs, les chefs d'orchestre, c'est assez intéressant parce que quand il parle de Mozart, il dit dans les familles pauvres, il faut absolument que les gens soient, et je ne sais plus la liste qu'il fait, mais ces gens-là peuvent devenir hauts fonctionnaires, chefs d'orchestre, etc. Mais ça prend un peu ce que pense Emmanuel Macron. Est-ce que les gens peuvent être autre chose que chefs d'orchestre dans ce pays pour réussir, en fait ? Et il y a d'ailleurs un peu souvent ce sujet-là, quand on va notamment dans la fameuse France périphérique, dans laquelle il y a beaucoup de pauvreté. Quand on parle aux gens, il y a une personne dans les promos qui réussit, c'est celle qui part à Paris. Mais c'est ça qui est dramatique. C'est évidemment là-dessus aussi qu'il faut jouer. Et quand on a un président de la République qui dit « vous allez tous devenir chefs d'orchestre », il ment aux gens, ça n'est pas possible. Tout le monde ne sera pas chef d'orchestre, et d'ailleurs il n'y a pas une alternative entre être chef d'orchestre ou haut fonctionnaire et être pauvre aujourd'hui en France. Enfin, j'espère que c'est pas ça son intention. Emmanuel Maire, sur revenu universel d'activité, il lisse toutes les aides sociales, c'est ça, c'est le but, c'est de les réunifier, de nous permettre c'est ce qu'il dit, une simplification. Je ne sais pas ce qu'il a exactement derrière la tête, mais pour rebondir sur ce que disait Charlotte Dornelas, c'est vrai que il y a quand même une espèce de mais c'est récurrent chez lui, il y a une espèce de mépris pour les. Moi, j'aurais bien aimé l'entendre dire « Ah, mais ceux qui réussissent, dans toutes les familles, il pourrait y avoir un bon boulanger, il pourrait y avoir un bon cuisinier, il pourrait y avoir un bon tourneur-fraiseur. » Mais ça, il a parlé de la formation professionnelle, de l'apprentissage, du boom dans les filières de l'apprentissage, plus 40% l'an dernier. Mais c'est toujours dans sa tête à lui, ceux qui réussissent, c'est toujours effectivement, comme le dit, c'est les chefs d'orchestre, c'est les grands chefs d'entreprise, et la France périphérique, elle est méprisée. Antoine Léaumont, revenu universel d'activité. L'impression qu'on a, et la manière dont il est en train de créer cette nouvelle chose, c'est que, et il le dit, fusionner un maximum d'aides possibles. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui ont des utilités spécifiques actuellement qui existent, par exemple l'APL, qui sert pour le logement. Et lui, il veut transformer ça en un espèce de gloubi-boulga où il y aurait tout et donc plus rien. Et où, au final, l'hypothèse qui est derrière, c'est que ça soit donc conditionné à on ne sait pas quoi pour l'instant, mais quand il dit que c'est un revenu universel d'activité, on a une petite idée derrière la tête de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire l'associer à, je ne sais pas quoi, de l'emploi, de la formation, et donc potentiellement à de l'emploi qui coûterait moins cher aux chefs d'entreprise. Mais en tout cas, il y a un problème qui reste, qui est celui de la conditionnalité. Parce que qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on rend les aides conditionnelles, quand c'est des aides sociales, eh bien, il y a un taux de non-recours qui augmente. Et à partir du moment où vous avez des gens qui n'ont plus d'aide sociale, eh bien là, vous commencez à les mettre potentiellement dans l'extrême pauvreté. On a en duplex Benoît Hamon. Bonsoir Benoît Hamon. On vient de parler de ce revenu universel d'activité proposé ce matin par le président Macron. On est assez loin de votre revenu à vous, universel, que vous aviez porté lors de la primaire de la gauche. C'est du pillage selon vous ou pas ? Bon, en tout cas, je veux reconnaître ou saluer le fait que quand il s'agit de trouver des références en matière de lutte contre la pauvreté, c'est dans mon projet politique que le président de la République est venu picorer. Alors, de quoi s'agit-il avec le revenu universel d'activité ? Effectivement, on est très loin du revenu universel d'existence. D'abord parce que on dit revenu universel d'activité, mais manifestement, il ne sera pas universel puisqu'il ne s'adressera qu'aux personnes éligibles aujourd'hui au RSA et en contrepartie, manifestement, d'une activité supplémentaire. En clair, on va demander à ceux qui ont le moins une contrepartie, là où on a demandé aucune contrepartie aujourd'hui à ceux qui ont bénéficié, par exemple, des baisses d'impôt sur la fortune. Et c'est ça qui est particulièrement choquant, c'est que derrière ce revenu universel d'activité, il y a une contrefaçon, évidemment, du revenu universel d'existence, mais un vrai recul au sens où il n'y a aucune amélioration du montant du revenu qui est versé aux plus pauvres, mais en plus, on transforme le RSA en un RSA où il faut travailler désormais, ce qui me semble être totalement à rebours de ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui
aujourd'hui pour lutter contre la pauvreté. Et il y a une conception, une philosophie du président de la République qui sont très très éloignées aujourd'hui des principes qui veulent que tout le monde dans ce pays, en France, jusqu'ici, avait le droit à un minimum pour vivre. Désormais, il faudra montrer patte blanche, il faudra offrir des contreparties pour avoir accès à ce droit. Je trouve ça particulièrement inquiétant. Il y aura des droits, mais aussi des devoirs. C'est ce qu'a dit effectivement le président Macron. Un bénéficiaire ne pourra pas refuser plus de 2 offres d'emploi raisonnables. Ça vous semble injuste, cette proposition ? Madame Ferrari, quel devoir pour les titulaires de l'ISF ? Quel devoir ? On l'a pas entendu beaucoup sur les devoirs, là. Quels sont les devoirs qu'on a exigés de ceux qui ont bénéficié de 3,2 milliards d'euros de revenus supplémentaires ? Quelles sont les contreparties ? Où sont-elles ? Nulle part. Et donc un président de la République qui nous fait un grand numéro Jupiter sur les pauvres, il faudra que demain il se montre désireux de retrouver une activité, mais dans un pays qui ne crée pas d'activité supplémentaire. Tout cela marcherait dans un pays qui crée de l'emploi, dans un pays où l'activité est foisonnante, mais elle ne l'est pas. Donc c'est effectivement aujourd'hui une stratégie qui relève du cynisme dans ce domaine-là. Et ce que je regrette moi, c'est qu'il se livre à des contrefaçons aussi grossières en appelant ça revenu universel d'activité pour faire un clin d'œil à mon programme politique, là où en réalité le revenu universel d'existence que je proposais n'avait évidemment absolument rien à voir avec cette reformulation du RSA tel qu'il existe. Une dernière question, le président dit qu'il ne s'agit pas d'un plan de charité, que la pauvreté ne doit pas se transmettre en héritage. Est-ce que vous pensez comme lui qu'on peut éradiquer la grande pauvreté dans notre pays en une génération ? Mais oui, on peut l'éradiquer, mais on n'en prend pas le chemin. Évidemment qu'on peut éradiquer la pauvreté. Elle concerne 9 millions de personnes. Rendez-vous compte, 9 millions de personnes en France, dans un des pays les plus riches au monde, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et que leur consacre-t-on ? Aucune augmentation des minima sociaux. L'exigence demain que ces minima sociaux fassent l'objet de contreparties. C'est objectivement très en deçà de ce qu'on attendait de lui. Alors oui, il y a toujours des mesures qui vont dans le bon sens parce qu'elles correspondaient aux demandes des associations de lutte contre la pauvreté, le petit déjeuner pour les enfants, la possibilité de diminuer à la charge pour les familles des repas de cantine scolaire, c'est positif. Mais pourquoi aujourd'hui, diable, n'augmente-t-on pas les revenus de ceux qui n'ont rien ? Allez-vous me dire comment on vit avec 600, 700, 800 euros par mois, pardon. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être en situation de pouvoir correctement éduquer ses enfants, se nourrir correctement ? C'est pas possible. Et le président de la République fait le choix du statu quo dans ce domaine-là. Non, pire, il dit écoutez, il va falloir quand même que ces gens-là s'activent pour retrouver de l'activité. Bon, moi je pense que c'est ignorer la réalité de la pauvreté dans ce pays. Merci beaucoup Benoît Hamon de cette réaction en direct dans Punchline sur CNews. On fait une courte pause, on se retrouve avec nos invités pour évidemment continuer à parler de ce plan pauvreté d'Emmanuel Macron. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs pour parler du plan pauvreté annoncé ce matin par Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, réaction sur son compte Facebook. Il était le président des riches, il se fait président anti-pauvre. Il propose à peine quelques miettes face à l'océan de misère qui existe dans notre pays. On parlait il y a quelques instants de ce revenu universel d'activité. Qu'est-ce que ça va être exactement ? En quoi ça va consister ? Est-ce que ça veut dire qu'on va baisser les aides sociales ? On en débat tout de suite, mais on écoute juste la réponse d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Aides sociales. Ce projet, il ne porte aucune intention cachée de remettre en cause certains droits. Il n'y a évidemment aucune remise en cause des aides monétaires qui augmentent et augmenteront encore, en particulier la prime d'activité dans les années qui viennent. Est-ce que c'est ça, au fond, le dessein caché, c'est de baisser toutes les aides, selon vous, Julien Bayou ? Il y a un risque. En tout cas, il faudra être vigilant. De toute manière, là, dans le revenu d'activité, enfin, revenu universel, on voit bien que, comme disait Benoît Hamon, il y a vraiment l'idée d'habiller un truc, mais c'est dans 2 ans. C'est-à-dire que les pauvres attendront. Encore une fois, pour les riches, ça va très vite. Pour les pauvres, eh bien, il faut peut-être réfléchir, mettre en place des concertations. Vous voyez, l'histoire de commission qui ne débouche jamais sur rien. La réalité, c'est que les pauvres, ils sont pauvres aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que la pauvreté a un coût pour l'ensemble de la société. Et donc, le plan, en fait, constitue seulement 1 milliard d'argent nouveau, pour parler vraiment... Oui, sur les 8 milliards, réellement, il y en a 4 déployés et 3 autres... Et donc, c'est du social washing, tout simplement. Alors que les départements, il y a 19 départements qui proposent d'expérimenter le revenu universel, c'est-à-dire le vrai, c'est-à-dire donner sans condition une somme d'argent pour leur permettre de reprendre une formation, pour choisir leur vie. Ça, c'est quelque chose qu'on porte, bien sûr, avec les écologistes. Et ça aurait été une innovation sociale. La France aurait été en pointe, comme la France a été en pointe quand on a inventé le
le RMI. Rocard l'a mis en place à la fin des années 80. Aujourd'hui, on doit aller vers une nouvelle étape de la protection sociale et c'est le revenu de base. Le revenu universel que proposait Benoît Hamon, vous étiez vent debout contre, Jean-Claude Dacier, ou pas? C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment le financer, mais bon, M. Hamon ne s'arrête pas à ces détails. Je suis au moins d'accord avec lui sur un point, c'est que tout ça ne tient et ne tiendra que si l'économie repart. C'est là évidemment la base de tout. On sort de 5 années de socialisme où M. Benoît Hamon joue un rôle non négligeable. On a vu les résultats, c'était pas du socialisme. Avec la présidente qu'il était. Mais bon, arrangez-vous avec lui. On a vu les brillants résultats. Donc moi, je ne suis pas un macronien féroce, je dis simplement qu'il est dommage que face à un enjeu aussi noble et aussi difficile dans la situation où nous sommes, de lutte contre la pauvreté, les intérêts de petites boutiques, parce que quand il s'agit de M. Hamon, c'est une toute petite boutique, prennent le dessus, au lieu d'essayer de dire, c'est pas parfait, il y a des interrogations, il y a des questions, attendons peut-être de voir, aidons-le à essayer de sortir les gens de la pauvreté. On a trop attendu déjà. Instrumentaliser votre affaire. Parce que vous n'êtes pas du tout en train d'instrumentaliser le truc. C'est pas ça. Vous instrumentalisez le débat. Instrumentaliser vos affaires, c'est pas une question vous êtes normal, vous êtes des militants politiques. Mais c'est pas une question. Vous n'êtes pas un militant politique. Non, sûrement pas. C'est pas une question d'instrumentalisation, c'est une question d'indignation. Parce que quand il donne une somme aussi faible pour régler le problème qu'il y a et qui donne autant de fric aux riches, au bout d'un moment, ça fout en colère. Vous voyez, c'est de l'indignation. En colère, c'est productif. C'est clair. Non mais excusez-moi, vous ne dites jamais en quoi la suppression de l'ISF, par exemple, crée de l'emploi. Vous n'expliquez pas. Vous dites ça va en créer à un moment donné parce que si on aide les entreprises, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment ça crée de l'emploi et vous mélangez en plus l'ISF avec le CICE quand vous parlez de ça. Si vous pensez qu'effectivement c'est pas par les entreprises qu'on crée de l'emploi, on a un problème. C'est en les taxant comme on les a taxés depuis 20 ans, on a vu les résultats. 6 millions de chômeurs. Comprenez que les gens considèrent qu'ils se moquent de nous. Mais bien sûr que si. Parlez pas au nom des gens. Mais bien sûr que si. Les gens qui touchent ces aides sociales-là se rendent compte que le président de la République est en train de se moquer d'elles. Oui, laissez-les regarder. Mais enfin, mais c'est des chiffres faciles. C'est des chiffres faciles. Vous avez 2 milliards d'un côté par an. Et encore, on apprend qu'il y a 1 milliard qui est déjà redirigé, qui vient vous faites de la politique, c'est déjà votre droit, vous en faites aussi. Et de l'autre côté, il y a 4,5 milliards d'euros par an pour les J'assume alors, sans problème, c'est vous qui n'assumez pas. Sans aller forcément sur les conséquences. Sans aller forcément sur les conséquences, etc. On a entendu notamment Benoît Hamon parler beaucoup de droits et de devoirs. Et le parallèle que vous faites, il y a quand même une question qui se pose, c'est que comparer en permanence l'argent qui résulte de la suppression de l'ISF et celui auquel on donne. Enfin, Benoît Hamon dit en gros on n'a pas demandé de compensation au moment de la suppression de l'ISF et on en demande une au moment où on donne de l'argent. Il y a quand même dans un cas c'est un impôt donc l'État prélève de l'argent et dans l'autre c'est l'État qui le donne. On ne peut pas non plus faire un parallèle absolument. J'aimerais répondre là-dessus parce qu'il le perd. Il y a un lien. S'il ne le prélève plus, il le perd. Il y a un lien. Oui, non, mais d'accord, mais bon l'argent. Oui, mais ça revient au même. Non, mais l'argent des personnes n'appartient pas. Bien sûr que si, ça revient exactement au même. Alors mais excusez-moi, l'argent des Français n'appartient pas. Une dépense sociale et une allocation, c'est la même chose. Dans les deux cas, c'est une baisse de recettes. Non, mais c'est une baisse de recettes, d'accord. Mais combien de baisse de recettes le prélèvement de l'impôt depuis 30 ans, combien? Combien l'argent prélevé n'appartient pas d'abord à l'État. Moi, je voulais juste, si vous voulez bien, revenir une seconde sur ce revenu universel d'activité. Moi, je vous avoue que je suis assez fâché parce que Emmanuel Macron nous annonce ça en grande pompe avec des grands mots, on l'a entendu dans la déclaration tout à l'heure. En fait, quand on regarde derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint. Et ça existe depuis très longtemps sous un autre nom. On a longtemps appelé ça l'allocation sociale unique. Quelle est l'idée de M. Macron? C'est on va regrouper toutes les aides, et encore pas toutes, puisque pour l'instant, il est surtout question du RSA, des appels et de la prime d'activité, en une seule allocation. Ça a des aspects positifs. Il paraît que ce sera plus simple, ça permettra à un certain nombre de bénéficiaires qui ne connaissent pas le droit d'avoir accès à certaines prestations. Ça a des aspects positifs, la simplification, indéniablement, et l'automaticité, si elle est mise en place. Bien sûr, ça a des aspects positifs. Il y a des aspects auxquels il faut être davantage vigilant. Le premier, c'est il ne faudrait pas que, sous couvert de ce revenu universel d'activité, il y ait une baisse d'allocation. Et puis par ailleurs, il y a la conditionnalité possible. Et ça, ce serait quand même la remise en cause de quelque chose qui faisait consensus et qui a toujours fait consensus. Vous faisez deux offres de job, hop.
Terminé. Et dans notre pays, on fonctionne. Attendez, juste terminer. On fonctionne depuis plus de 50 ans sur l'inconditionnalité du RMI puis du RSA. Mais on peut le remettre en cause sur cette question. On peut le remettre en cause. Les résultats, non. On peut peut-être le remettre en cause. On regarde en l'air et on continue. On peut peut-être le remettre en cause, mais dans ce cas-là, ça mérite au moins un débat clair et non pas de cacher derrière il est posé le débat. Et j'aimerais juste terminer en disant une chose, parce que quand même derrière, on est très loin de ce que proposait Benoît Hamon, qui voulait donner une somme d'argent à tous les citoyens et dans un premier temps à tous les citoyens. Tu as raison, et heureusement. Si je peux juste terminer sans être interrompu, si vous voulez. On n'a pas le droit de t'interrompre. Une phrase. C'est la politesse, normalement. Non, c'est le débat. Allez-y. Pourquoi est-ce que moi je trouve ça un peu embarrassant ? Parce qu'en fait, derrière, il y a une stratégie politique qui est une stratégie de neutralisation de concept. Au fond, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il reprend le concept, il reprend les mots de Benoît Hamon en les vidant complètement de leur substance. Et il y a une forme de sabordage. Ça enlève à la proposition de Benoît Hamon, on peut être pour, on peut être contre, on peut en débattre, mais ça enlève à la proposition de Benoît Hamon son caractère complètement subversif. Ça permettra de dire, regardez, le revenu universel, on l'a déjà fait, finalement, c'est terminé. Et ça me rappelle quelque chose qui, moi, m'avait déjà agacé à l'époque de Ségolène Royal, quand elle avait fait tout un flanc autour de la démocratie participative, avec des propositions... Allons bon. Ah bah si, Clément, la démocratie participative de Ségolène Royal... C'était pas un flanc, c'est une idée novatrice. Mais oui, qui aujourd'hui est en application. Moi, je suis un grand participativiste, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et Ségolène Royal avait sabordé sans qu'il y ait derrière de propositions concrètes. Et ça, je trouve ça très embarrassant parce que ça vide un véritable débat politique de son contenu, et ça, je trouve ça dommage. Emmanuel Ménard, pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre. Je ne m'en doute pas. Tout à fait, messieurs. Je voudrais revenir sur un propos qui a été dit tout à l'heure, que les Français ont l'impression qu'on se moque d'eux. Je ne sais pas si les Français ont l'impression qu'on se moque d'eux, mais en tout cas, je pense à une catégorie de Français qui doit être un peu sceptique ce soir. Quand ils mettent en parallèle deux chiffres, vous savez que le seuil de pauvreté en France est à un peu plus de 1 000 euros, 1 015 euros. Et vous vous rappelez d'Emmanuel Macron, il y a un peu plus d'un an, qui parlait des retraités aisés qui gagnaient plus de 1 200 euros. Je pense que les retraités, ce soir, ils doivent se sentir aussi un peu floués dans l'histoire. Et puis j'aimerais juste qu'on écoute ce que disait Emmanuel Macron. Vous vous rappelez, c'est cette petite vidéo qui avait été mise sur les réseaux sociaux par son service de presse, parlant du pognon de dingue. On va voir la différence de ton entre ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui et ce qu'il disait à l'époque. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Comment faire coïncider ces deux images en fait ? C'est entre le discours d'aujourd'hui et ce qu'il dit en off. Oui, mais comment faire coïncider les deux ? En fait, là, il y a un vrai problème parce que déjà, c'est pas à la hauteur d'un président. Et puis, dire on déresponsabilise. Enfin, oui, le problème, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on dit en gros aux pauvres, vous êtes responsables. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre, c'est que vous êtes responsable. Il n'y a rien de plus condescendant. De la même manière, on dit aux chômeurs, eh bien, si vous ne trouvez pas d'emploi, finalement, c'est que vous les cherchez pas, ou que, etc. Comme si on faisait complètement abstraction du fait qu'il n'y a pas d'emploi dans notre pays. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a 5 millions de chômeurs et il n'y a pas de job. Donc, aller reprocher aux gens de ne pas en avoir, c'est vraiment c'est très condescendant. Et moi, ce qui me gêne, c'est que on n'est pas du tout. On est vraiment. En fait, c'est pas que c'est de l'aumône, mais on est sur quelques mesures qui vont dans le bon sens, indéniablement, bien sûr, mais qu'on s'attaque pas à l'ensemble de l'édifice social qui génère ces inégalités. C'est la citation de Martin Luther King qui dit la charité, c'est pas donner une pièce, c'est repenser l'édifice social qui produit des mendiants. Et nous, notre système entier produit des mendiants, littéralement, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui sont mis à la rue, ce sont des SDF, etc. Et à la fin, ils y meurent et les enfants sont dans des mauvaises conditions pour être scolarisés, etc. etc. Ça, c'est notre système de la dette, du chômage, de la misère. Et on dit faire plus pour ceux qui en ont moins. Non, on devrait repenser l'ensemble de nos politiques publiques pour lutter contre la pauvreté vraiment. Je vais prendre juste un exemple parce qu'il y a plus d'emplois. Et ça passerait par le revenu universel, évidemment. Oui, effectivement, il y a un chômage qui est considérable en France. Mais je vais reprendre un exemple. Il y a quelques temps, on avait entendu les restaurateurs en France qui disaient qu'il y a énormément d'emplois à pourvoir dans la restauration. On n'y arrive pas et qui avaient demandé du coup à l'État de régulariser plus vite certains clandestins pour pouvoir les embaucher en réalité à bas coût. Clandestins, des immigrés, quoi. De régulariser des clandestins, parce que pour les régulariser, c'est qu'ils n'avaient pas de situation. Donc des demandeurs d'asile. On va mettre tout le monde d'accord. Demandeurs d'asile. Ah, c'est pas forcément. Pas forcément des demandeurs d'asile, en l'occurrence, puisqu'ils demandaient leur régularisation. Des travailleurs sans papier. Mais si vous voulez, le vocabulaire vous appartient, c'est pour la régularisation, mais c'est pas des clandestins, ils n'ont rien fait d'illégal. Ah bah de passer une frontière en fait. Bah si, bien sûr que si. Passer une frontière, c'est encore illégal. Excusez-moi. Mais c'est pas illégal au sens. C'était pas mon propos en l'occurrence. Clandestin sous-entend qu'ils ont commis un délit, un crime, etc. Oui, passer la frontière qu'ils n'avaient pas le droit de passer en l'occurrence. Excusez-moi, ça me va pas ce terme. Donc, ils voulaient faire ça et en l'occurrence, du coup, pouvoir les employer à bas coût. J'ai l'impression depuis le début en fait que quand même le mot travail, notamment chez Benoît Hamon, le mot travail est finalement un peu un gros mot. On dit pas aux gens.
écoutez-moi jusqu'au bout et vous pourrez réagir tant que vous voudrez. On ne dit pas aux gens, là en l'occurrence, il n'y a pas de travail et on vous oblige quand même à en trouver un. Là, on dit 2 propositions d'emploi raisonnables, c'est-à-dire qui correspondent en gros aux activités. Moi, je préférerais qu'il y ait un président qui m'explique comment est-ce qu'on peut revaloriser ces travaux qui ne trouvent pas, parce qu'on sait très bien que dans la restauration, c'est une catastrophe, ils ne peuvent pas embaucher avec des conditions dignes de travail, ça je suis absolument d'accord. Comment est-ce qu'on peut revaloriser certains de ces métiers qui ne trouvent pas en les payant. Mais je suis bien d'accord. Mais pourquoi cet argent-là, on ne l'investit pas précisément ici, plutôt que de le donner à des gens en leur disant c'est un revenu d'existence, parce que ça aussi, ça fait perdurer la pauvreté. On voit bien qu'il y a des gens dans certains endroits-ci qui touchent le RSA et les enfants dès le plus jeune âge, et je l'ai vu encore très récemment dans un petit village, les enfants dès le plus jeune âge, ils voient ça comme un modèle. Mes parents vivent au RSA, ils y arrivent comme ça, mais ça aussi c'est dramatique. Alors, donc est-ce qu'on ne peut pas revaloriser reproduction des inégalités? C'est bien, je vous parle du RSA là. Il y a beaucoup de choses, mais bon, déjà... Le mythe de tous ces emplois dans la restauration, etc., on n'arrive pas à trouver des gens. Mais bien sûr, il y en a. Mais la réalité, c'est qu'en fait, vous l'avez dit, et je ne vous fais pas injure là-dessus, c'est des jobs extrêmement mal payés, où il faut travailler à midi, puis l'après-midi, vous n'avez rien à faire et retravailler le soir, etc., etc. La réalité, c'est qu'il faut que ces emplois ils soient correctement payés. C'est toute la solution. Bien sûr. Et donc, l'erreur historique de Sarkozy et Chirac, qui avait, vous savez, abaissé la TVA sur la restauration, en échange, soi-disant, d'emplois, c'était un chantage au Front National à l'époque. Ça date un peu, mais quand on avait baissé à 5% la TVA dans la restauration, c'était parce que le restaurateur avait dit sinon on vote Front National. Et ça n'a pas. En fait, on les a. Mais ils ont également des charges très très lourdes. Des cotisations. Et par ailleurs, ils n'ont pas embauché tout simplement parce qu'ils n'ont pas augmenté les salaires. Il faut voir ce que c'est que le SMIC quand parce on est. Parce qu'ils ont des charges terribles. Parfois, il y en a certains, il faut les de revaloriser le travail, ça passe, ça passe par mieux le payer. Ça, simplement deux petites choses. Quand on parle des 9 millions de pauvres dans notre pays, il ne faut pas oublier qu'il y a 1 million de pauvres qui sont des travailleurs. C'est-à-dire des gens qui actuellement ont un travail et ne sont pas assez payés. Parce qu'ils ont des temps partiels contraints, la plupart du temps. Et la plupart du temps, c'est des femmes. Si vous travaillez par exemple 25 heures au SMIC, vous êtes sous les 1 000 euros et vous êtes considéré comme pauvre et c'est absolument difficile de s'en sortir avec 700 euros par mois. Donc quand Macron dit il faut se mettre au travail pour sortir de la pauvreté, ben non, c'est faux. Il faut effectivement mieux rémunérer le travail et en particulier augmenter le SMIC pour pousser tout le monde vers le haut et relancer l'activité de cette manière-là si on veut ensuite créer des emplois. Mais justement, c'est le deuxième point. Le problème, c'est que dans notre pays, contrairement à ce qui est souvent répété, il y a peu d'offres qui ne trouvent pas preneurs. Il y a à peu près 100 000 offres par an qui ne trouvent pas preneurs, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs. Donc le problème n'est pas un problème de les gens ne veulent pas travailler, les gens ils sont pas assez courageux, etc. Le problème est qu'il n'y a pas d'emploi. Donc si on veut en créer, il faut qu'il y ait une politique publique de création d'emplois qui soit forte, et on ne peut pas s'en remettre uniquement aux entreprises et au marché, parce qu'on voit qu'il en fait absolument. Mais vous faites de la dépense publique, alors ça vous rend fou. Non, on est d'accord. On est d'accord, on fait de la dette. Mais non, c'est des investissements. Prenons un exemple. La dépense publique, ça se finance comment? Je vous trouve 100 milliards d'euros comme ça. Ça s'appelle la fraude et l'évasion fiscale. Ça coûte 100 milliards d'euros par an et personne n'en fait rien. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire Macron? Supprimer 2000 postes à Bercy. D'accord? Ça, c'est la réponse miracle. Mais c'est pas la réponse miracle. Je vous en trouve 20 milliards en supprimant le CICE. Je vous en trouve 4 milliards en rétablissant l'ISF. Moi, de l'argent, je vous en trouve. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Et qu'est-ce qu'on veut en faire? On peut en faire des choses. Par exemple, sortir du nucléaire. Et sortir du nucléaire, ça fait quoi? Ça crée 800 000 emplois. Donc là, vous avez de la dépense publique qui peut vous permettre de créer des emplois. Et en plus, ça serait utile et ça éviterait qu'on ait des problèmes dans quelques années, vu le vieillissement de nos centrales nucléaires. Emmanuel Ménard, Jean-Claude Dacier, Emmanuel Ménard. Sur la politique qui est mise en œuvre, effectivement, il y a des vraies contradictions. Et là, je pense qu'il s'en sortira pas. Il n'y a pas d'axe, en fait. Il n'y a pas d'axe général. Il n'y a pas de but, en fait. Je prends un exemple. Dans le prochain projet de loi de finances, il est prévu la suppression d'exonération des charges sociales pour les travailleurs saisonniers. Pour nos agriculteurs, pour nos viticulteurs, pour les producteurs de fruits et légumes, c'est une catastrophe. Mais en ce moment, à l'Assemblée, on est en train de voter un texte en deuxième lecture, une loi pour l'alimentation et l'agriculture, qui dit il faut faire mieux pour nos agriculteurs pour qu'ils puissent vivre de leur travail de façon décente, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui vivent avec moins de 350 euros par mois.
Là, on n'est pas sous le seuil de la pauvreté, là, c'est l'extrême pauvreté. Et pourtant, ce sont des gens qui travaillent 24 heures sur 24 presque, et en tout cas 365 jours sur 365. Donc, il y a un vrai défaut de cohérence. Et alors, on nous explique, mais on va supprimer cette exonération de charges sociales parce qu'il y a le CICE. Mais en réalité, les agriculteurs, que ce soit les viticulteurs ou les producteurs de fruits et légumes qui ont recours aux travailleurs saisonniers, eux, ils préfèrent avoir cette exonération plutôt que le CICE. Ils s'en fichent du CICE, ils n'y ont pas recours. Et il y a une vraie contradiction, et je pense que tant qu'on n'aura pas une ligne directrice, on a l'impression qu'en fait la politique de M. Macron, elle part dans tous les sens. Encore une fois, c'est les limites du en même temps. Il fait du en même temps tout le temps. Et sur la pauvreté, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est ça, ça ne peut pas fonctionner. Surtout que c'est pas et en même temps la même dose, puisqu'on a vu, on n'a pas arrêté d'en parler, les sommes sont délirantes vis-à-vis des plus riches, sans aucun impact sur l'économie, aucun. Vraiment, et elles sont relativement faibles sur les plus pauvres. D'accord. On va s'interrompre quelques instants. Emmanuel Macron s'est rendu donc aujourd'hui au domicile de la veuve de Maurice Audin, ce militant communiste victime de la torture pendant la guerre d'Algérie, pour lui demander pardon. 61 ans après, le président français a dénoncé le système institué alors en Algérie par la France, la torture, un système qui avait été mis en place à la faveur des pouvoirs spéciaux confiés par voie légale aux forces armées à cette période. Je ne pensais pas le voir de mon vivant, a dit la veuve de Maurice Audin. La seule chose que je fais, c'est de reconnaître la vérité, dit Emmanuel Macron. C'est à moi de vous demander pardon. Donc, vous ne me dites rien, on restaure un peu de ce qui devait être fait. Est-ce que ce travail de mémoire, est-ce que cette repentance est indispensable, encore une fois, sur cette guerre d'Algérie? Est-ce que le président Macron va trop loin? Pas assez loin. Les avis vont sans doute diverger de part et d'autre de la table. On va tout de suite écouter la réaction de Marine Le Pen qui a réagi aujourd'hui chez nos amis du Figaro Box. Au-delà du sort tragique qui a été celui de M. Audin, on ne voit pas bien quel est l'intérêt pour le président de la République de remettre du sel sur les plaies, de rouvrir des blessures, sauf à considérer que peut-être il souhaite surfer sur la division des Français, plutôt que de les réunir dans un projet. On le sait, M. Audin, c'est vrai, a caché des terroristes du FLN qui ont commis des attentats, qui ont fait des blessés et des morts dans les familles françaises. Donc je pense que c'est un acte, encore une fois, qui est un acte de division. Clément Viktorovitch, il y a deux phrases qui se sont percutées. Du sel sur les plaies, dit Marine Le Pen. Je vous demande pardon, dit le président Macron, à propos de cette mort de Maurice Audin. Oui, alors, il y a plusieurs concepts qu'il faut séparer. Il y a le concept d'histoire, de mémoire et de repentance. L'histoire, la recherche historique sur la guerre d'Algérie, elle s'est faite. La torture comme système institutionnalisé, c'est reconnu par tous les travaux d'historiens, et notamment le livre un peu de synthèse de Raphaël Branche, paru il y a quelques années. Donc, il y a la recherche et l'histoire sur cette période s'est faite. Et puis ensuite, il y a la mémoire, c'est-à-dire comment est-ce que cette histoire est intégrée dans un récit national par les institutions, et derrière, comment est-ce qu'elle se diffuse au sein de la société française, notamment et également à travers les cérémonies et l'enseignement. À ce titre, moi, je trouve que c'est un grand jour, et je suis à titre personnel assez fier de ce que fait Emmanuel Macron. Il acte ce que la recherche historique a dit depuis maintenant de nombreuses années dans la bouche du président français, en disant oui, la torture a été un système institutionnalisé, oui, Maurice Audin a été torturé et probablement torturé à mort. Mis en place par la France. Vous avez terminé ou pas, Clément? Allez-y. Vous avez une réaction? Je réagis juste sur ce cas précis. En fait, moi, je crois qu'il faut séparer l'histoire notamment de cette veuve qui s'est battue toute sa vie pour avoir la vérité sur la mort de son mari, ce qui est humainement, évidemment, à la fois compréhensible, et même la visite du président de la République qui va la voir et qui lui dit « vous avez le droit d'avoir la vérité ». Et c'est en ça que l'expression « sel sur les plaies » n'est pas très adaptée là en l'occurrence, puisque c'est précisément une recherche ou une volonté de vérité. En revanche, qu'Emmanuel Macron dise finalement, et d'ailleurs que tout le monde commente en disant c'est une question de vérité historique. Le problème, c'est que la vérité historique, elle ne peut se faire que dans un contexte. Or, quel était le contexte au moment où cet homme est arrêté? C'est la guerre à Alger. Effectivement, le pouvoir socialiste à l'époque offre des pouvoirs de police à l'armée, ce qui ne se fait jamais, ce qui n'est pas du tout dans la tradition de l'armée, a des pouvoirs de police pour pouvoir stopper le FLN qui a choisi dans cette guerre le terrorisme. C'est ça le contexte à l'époque. Et
il se trouve que pour qu'il y ait vérité historique, pour qu'il y ait part de responsabilité reconnue de tous, il faut que la France d'abord reconnaisse sa part de responsabilité au moment où l'armée n'agit pas quand le FLN tire sur les Européens, quand le FLN, une fois que les pieds noirs sont partis, massacre les harkis, c'est-à-dire les Algériens, les musulmans français à l'époque qui se sont battus sous les couleurs de la France. Ça, la France ne l'a jamais reconnu. Donc si on ouvre un dossier historique, on reconnaît toutes les responsabilités de la France à cette époque-là. Et par ailleurs, on exige de l'Algérie, à savoir du FLN qui a pris le pouvoir ensuite, qu'ils reconnaissent les crimes monstrueux qu'ils ont faits après les accords d'Évian. Alger affirme que cette reconnaissance par la France est une avancée. Oui, évidemment. Mais c'est je comprends. Moi, je comprends pas en fait l'émoi qu'il y a. Bien sûr que c'est une chose nécessaire. Ma mère, elle était porteuse de valises, c'est-à-dire qu'elle faisait partie des Françaises et des Français qui ont aidé le FLN parce qu'ils étaient pour l'autodétermination des peuples. On était dans un contexte de décolonisation. La France n'avait plus rien à faire en Algérie. Et quand la France a donc ça s'est passé de manière effroyable, comme on le sait. Et longtemps, la France a usé d'euphémisme en disant les événements d'Alger, on y a mené une guerre, et une guerre sale, et dans les deux camps, et une torture. Et le fait de le reconnaître, c'est la condition pour avancer. C'est tout. On ne peut pas. Attendez, on ne peut pas. Et bien sûr, on ne peut pas imaginer que la France, en tant que peuple, aille de l'avant si on ment ou on euphémise sur la réalité de ce qui a été la pratique de l'armée en Algérie ou en France. Donc reconnaître ces faits, c'est la seule manière d'avancer, tout simplement. Donc ça peut raviver la guerre des mémoires ou pas? Et moi, je veux dire d'abord que si la famille de Maurice Audin peut retrouver la paix du souvenir à cette occasion, personne ne peut critiquer ou s'en plaindre. Le FN l'a fait. Pardon ? Le FN l'a fait. Pour le coup. Je suis un peu surpris quand même que cette affaire ressurgisse. Non, c'est l'instrumentalisation politique de la chose. Ressurgisse avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il instrumentalise cette affaire. Je ne sais pas s'il a reçu ou vu ou entendu des éléments nouveaux qui rendent une clarté absolument indiscutable sur ce cas de Audin. Il est clair qu'il a été torturé, probablement qu'il est mort et que son corps a disparu comme, hélas. Par les parades du général Massu. Par qui? Probablement, mais on n'en sait rien. Mais c'est un des derniers mystères, et c'est là où c'est pas tout à fait juste, c'est que sur ce cas précis-là, on parlait encore hier, et les historiens s'accordaient pour dire que c'était un des derniers mystères de la guerre d'Algérie. Non pas qu'il soit pas mort, et effectivement l'évasion, et d'ailleurs François Hollande avait levé le mystère là-dessus en disant il n'y a effectivement pas eu d'évasion, mais en revanche, est-ce qu'il a été torturé, est-ce qu'il est mort de ses tortures, est-ce qu'il a été assassiné, et surtout par qui? C'est un mystère. On ne sait pas. Mais la responsabilité, elle est importante. Qu'il ait été torturé, c'est pas un mystère. Qu'il ait été torturé, c'est documenté. Non, mais la responsabilité, c'est-à-dire qui l'a fait. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron dit c'est la France, et là, c'est pas une réponse d'historien, c'est une réponse politique qui s'approprie l'histoire. C'est toujours un peu gênant. Je suis d'accord avec Charlotte Dornelas. Bon, on invite la France à se flageller, à la repentance une fois encore. Une seconde, s'il vous plaît. Tu veux pas qu'on t'interrompe? Sois gentil, ne le fais pas. Et moi, je ne vous tutoie pas. Bon, je suis pas sûr que ça soit très... Ou alors, disons les choses clairement, c'était en effet la bataille d'Alger. En 57, quelque chose de terrible avec des bombes sur les terrasses des restaurants, des dizaines et des dizaines de morts, et le pouvoir politique de l'époque, Guy Mollet, Bourgès-Monory, François Mitterrand, garde des Sceaux, qui se défilent et qui donnent à l'armée tous les pouvoirs, qui dit que les terroristes du FLN, tous ceux qui font des fautes, crimes ou autres, seront jugés par une justice militaire. À Paris, je dis pas qu'on s'en lave les mains, mais enfin la période est peu brillante quand même. Alors je veux bien que l'armée soit responsable de tout et qu'elle porte tous les péchés de ce pays. Il y a peu de guerres propres. Les guerres en dentelle, c'est au cinéma, c'est pas dans la réalité. Et hélas, dans toutes les guerres, on l'a encore vu récemment avec les Américains et l'Afghanistan, il y a hélas de la torture. Et donc, on sait qu'on a torturé, mais c'est pas... Je le reconnais, c'est pas une page... glorieuse. Mais bon, ça va. Détendez-vous. Mais on se détend. Il faut le reconnaître. Ça n'est pas se flageller. Ça veut dire que juste, si on l'écarte, on se ment à nous-mêmes. Reconnaissons tout, alors. Bien sûr. Mais voilà, reconnaissons tout, c'est-à-dire le massacre. Il faut ouvrir les archives, il faut reconnaître la réalité. Il faut reconnaître la réalité de ce qui a été fait. Et ça n'est pas s'auto-flageller. C'est le moyen d'avancer. Mais qu'est-ce qu'on dit depuis des années, depuis la fin de cette guerre? La France reconnaît cette partie-là du mal qu'elle a fait. Elle l'a
toujours fait, ça n'est pas nouveau aujourd'hui. Ça n'était pas fait. Ça n'est pas fait sur ce cas précis. Sur ce cas précis, ça n'était pas fait, mais à chaque fois qu'on réouvre le dossier de l'Algérie et de la fin de l'Algérie, c'est toujours dans ce sens-là. Moi, sur la torture, la France n'avait pas reconnu la torture. Sur la torture, ça n'avait pas été fait. Sur la torture, c'est pas vrai. La France n'avait pas reconnu. Je voudrais vous entendre là-dessus. S'il vous plaît. Lorsqu'Emmanuel Macron prétend vouloir justement restaurer la vérité historique, il ne peut pas s'arrêter là. C'est pas possible. Parce qu'encore une fois, et là, effectivement, c'est rouvrir les pieds pour les harkis et les pieds noirs. Bien sûr. Effectivement, la situation, la disparition et la mort de Maurice Audin a été dramatique et c'était très bien qu'il aille voir sa veuve pour faire son mea culpa. Effectivement, c'est un acte politique et c'est la responsabilité d'un président de la République. Mais il n'aurait pas dû s'arrêter là parce que là, c'est encore une fois du deux poids, deux mesures. Parce qu'il ne pointe pas la responsabilité de l'armée française quand 800 pieds noirs et harkis ont disparu le 5 juillet à Oran et que l'armée française n'a pas bougé. Et surtout, évidemment, il ne pointe pas du doigt non plus la responsabilité du FLN. Pourquoi dans la disparition et la torture dans des conditions épouvantables de milliers de harkis? Parce qu'évidemment, M. Macron, il n'a pas envie de se fâcher avec le gouvernement algérien. Donc il s'arrête. Encore une fois, c'est toujours du... Et si avancer, c'est dire, comme le président de la République l'a dit, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Ah oui, ça il l'a dit. Il l'a dit, il était candidat, effectivement, c'était si on avance dans cette direction, on n'a pas fini de régler nos problèmes. Benjamin Stora, historien de la guerre, et je vous passe la parole ensuite. Le président de la République a été très long dans son explication sur la nécessité de reconnaître ce qui s'est passé au niveau du système institué pendant cette guerre. Et il y a eu bien sûr beaucoup d'émotions qui est passée parce que l'affaire Audin est emblématique. Pour moi, on est dans une nouvelle histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'est important dans le sens où ça ouvre une porte qui n'avait jamais été ouverte. Ça ouvre une porte qui n'avait été jamais ouverte. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Léaumont, ou pas? Je trouve que Clément Viktorovitch a bien posé les bases de ce débat. En faisant ça, il reconnaît ce qui est le point où en étaient arrivés les historiens. C'est-à-dire, il y a eu torture en Algérie et la France a commis des tortures et ça faisait partie de son système durant cette guerre. De fait, et c'est pour ça que j'ai essayé de pas trop entrer dans la polémique pour éviter que ça soit trop brouillon, chaque fois qu'on entre dans des questions de mémoire, potentiellement, et particulièrement sans doute pour la guerre d'Algérie, on entre dans des questions qui sont brûlantes et qui sont y compris brûlantes pour des gens qui ont été contemporains des événements et qui sont encore vivants aujourd'hui. Et notre pays a été profondément divisé par ce conflit. Bien sûr. Pour certaines personnes, c'est un souvenir qui est encore assez vivace. Et j'ai la chance, moi, de faire partie d'une génération où on n'a pas été directement... Vous avez moins de 40 ans. Avec oui, 30 ans, j'ai 29 ans même. D'accord, moins de 30 ans. Et je fais partie d'une génération dans laquelle, pour moi, l'Algérie, c'est un pays ami, un pays avec lequel on a énormément de choses à faire dans l'avenir et avec lequel il faut qu'on soit en paix et qu'on puisse être en harmonie collective. Parce qu'on a des grands défis qui sont devant nous. Et je vais sortir un petit peu de ce sujet-là, j'en suis désolé, mais on a des énormes défis qui sont devant nous parce qu'on a un espace commun qui est la Méditerranée. Et cette Méditerranée, si on regarde vers l'avenir et pas vers le passé, dans 30 ans, potentiellement, il y aura plus de plastique que de poissons à l'intérieur de la Méditerranée. Et pour régler ce problème-là, il faut que tous les peuples qui sont autour de la Méditerranée... Je sors un peu du sujet, mais je suis désolé. Se mettre autour de la table pour discuter des grands enjeux écologiques. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention quand on rentre dans ce genre de sujet, parce que précisément, vous avez ensuite des gens qui vont vous dire « Ah, ça va pas assez loin. Ah, il aurait dû dire ça. » On peut pas exiger le devoir de vérité de la France, de son propre pays, et pas de l'Algérie. Sinon, il n'y a pas de relation de vérité. Il faut commencer. Précisément. Bien sûr, il faut commencer. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer, il l'a fait, mais il n'exige rien de l'Algérie aujourd'hui. Ça fait partie. Mais précisément, là, vous êtes dans une logique qui est celle de la division. Ça ne bougera jamais. Alors, vous vous réjouissez tous qu'Alger dise que la France fait un pas et vous n'exigez pas ce que vous exigez de votre propre pays, vous n'exigez pas de l'Algérie aujourd'hui. Ça doit être algérien, je suis français, je vous dis, on ne peut pas avancer sereinement si on nie le passé. On parle là des relations entre les deux pays. On ne peut pas demander la vérité historique. Moi, je vous garantis. Alors, vous ne parlez pas de vérité historique. Je vous garantis que ça bougera de manière plus positive, plus constructive en faisant un premier pas que si on
on attend que l'autre bouge. C'est l'abbé Pierre. C'est quand on attend que l'autre bouge que rien ne se passe. Donc là, ce geste, cette reconnaissance importante. Enfin, excusez-moi, vous dites que c'est anodin. Le spécialiste historien dit que ça n'a jamais été fait. L'historien officiel du FLN. Oui, mais peut-être que ça vous défrise, mais enfin, excusez-moi, c'est important. On reconnaît la torture institutionnalisée. Mais il y a eu des crimes pendant cette colonisation. Et personne ne dit le contraire, en fait. Alors, juste pour revenir sur cette notion de génération que vous venez d'aborder, le fait que vous êtes jeune et qu'on est en 2018, il faut qu'on puisse parler de ces choses-là librement. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron en février 2017 à Carpentras. Ne pas avoir, plus de 60 ans après, le droit de parler de ce sujet de manière adulte, de manière dépassionnée, dans la complexité de ce qui est le rapport de la France avec cette période de sa propre histoire, et considérer qu'on doit occulter une période de cette histoire sous prétexte que ce serait ça être fier de la France, c'est faux. Parce que de l'autre côté, vous avez des femmes et des hommes qui ont aussi vécu un autre rapport à l'Algérie, qui vivent cela comme un refoulé, une humiliation. Donc il faut que nous soyons aujourd'hui en capacité, de manière adulte, de mettre tout cela à plat pour réconcilier les mémoires et construire l'avenir. Réconcilier les mémoires. Clément Viktorovitch. Alors moi déjà, juste sur cette déclaration, il y a un petit mot qui me hérisse les poils à chaque fois, c'est de manière adulte. Il y a un énorme paternalisme derrière ça. Enfin, ça n'est pas à Emmanuel Macron de dire ce qui est adulte et ce qui ne l'est pas, qu'il nous considère comme ce que nous sommes, c'est-à-dire des citoyens responsables et chacun restera bien à sa place. Ensuite, sur ce qui a été dit, là où je rejoins un peu Charlotte Dornelas, c'est que bien sûr que oui, c'est un acte et un jour important aujourd'hui, parce que non, la torture systématisée n'avait encore pas été reconnue par l'État français. La seule chose qui a été reconnue, le seul pas qui avait été fait, c'est par François Hollande qui a dit Maurice Audin ne s'est pas évadé, il est mort en détention sans aller plus loin. Donc il y a une véritable reconnaissance aujourd'hui. Ensuite, Emmanuel Ménard, vous parliez vous demandiez à Alger de reconnaître la vérité historique. C'est pas à l'État de reconnaître la vérité historique. C'est aux chercheurs. C'est aux chercheurs de l'établir. C'est aux chercheurs de l'établir et ensuite aux États effectivement de l'acter. Et il y a deux choses. Reconnaître la vérité historique, de reconnaître leur responsabilité. Oui. Alors là-dessus, il y a deux choses qui me semblent importantes. Déjà, d'une part, le travail de mémoire, c'est un travail qui est authentiquement et profondément national. Donc, ça nous regarde, nous, avec nous-mêmes. C'est au peuple et à la communauté française de faire ce travail de mémoire. Mais pas quand on a une histoire commune. Pas quand on a une histoire commune. Quant aux Algériens, mais on n'a pas une histoire commune. Il y a une guerre qui nous a opposés. Les Algériens feront leur travail de mémoire à leur rythme. On peut souhaiter pour eux que ça se fasse le plus vite possible. Parce que le travail de mémoire, c'est aussi une pacification nationale. Donc, on peut leur souhaiter que ça se fasse vite. En tout cas, il nous appartient à nous de le faire. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il est toujours extrêmement dangereux de faire rentrer les mémoires les unes avec les autres en concurrence. Et ce qui est sûr, c'est que le pas qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui, je trouve que c'est un pas important. On pourrait attendre de lui qu'il fasse un deuxième pas, qui serait à travers un grand discours, comme Jacques Chirac l'a fait pour le Veldiv, à travers un grand discours, de fixer la ligne mémorielle de l'État français sur la guerre d'Algérie et ce faisant, d'ouvrir effectivement toutes les pages du dossier. Ça, on peut l'attendre de lui. Vous y seriez favorable, Emmanuel Ménard ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut, comme l'a dit Emmanuel Macron, effectivement, il faut à un moment donné, il faut pouvoir mettre les choses à plat, refermer ce dossier. Mais encore une fois, ça ne pourra se faire que si on reconnaît la responsabilité de l'État français, certes, dans cette partie de l'histoire, mais de l'État algérien également, vis-à-vis des pieds noirs et des harkis. C'est une vraie douleur. C'est une vraie douleur pour eux, et je le comprends parfaitement. Qui fracture encore notre communauté nationale. Bien sûr. Oui. Évidemment. Même si on est en 2018 et même si 60 ans ont passé. Allez discuter avec des pieds noirs et des harkis et vous le verrez. Ils ont une sensibilité à fleur de peau et je le comprends. Parce qu'en fait, ils ont toujours eu l'impression de ne jamais avoir été reconnus dans les malheurs qui les ont frappés et d'avoir été humiliés. Vrai pour les harkis, et puis même pour tous les Algériens. C'est pour ça qu'il faut regarder la réalité en face, tout simplement. Et donc ça commence... Enfin voilà, c'est important. C'est un pas... Ça ne doit pas s'arrêter là, mais il faut saluer... moi, je trouve que c'est courageux parce que c'est vrai que c'est une matière inflammable, c'est un peu ce que disait Emmanuel Macron, et on ne peut pas avancer sereinement. Il y a trop de choses qui découlent. La guerre d'Algérie est un nœud dans notre histoire, la décolonisation en général, mais la guerre d'Algérie en particulier, les massacres qui ont pu être commis dans les deux sens, dans les deux camps, et donc il faut le reconnaître sereinement. C'est une condition pour se projeter vers l'avenir. Mais j'irais même plus loin, parce que tout à l'heure on disait on ne peut pas exiger de l'Algérie effectivement qu'elle fasse ce
devoir-là, ça c'est sûr, on ne peut pas l'exiger de l'Algérie. En revanche, quand on réouvre ce dossier, et c'est pas seulement pour les pieds noirs et les harkis dont on parlait tout à l'heure, on a aussi en France beaucoup d'enfants de la 3e génération d'immigration, notamment qui sont algériens, et il y a chez eux parfois, chez certains en tout cas, ce discours de contre-colonisation, c'est-à-dire de dire vous nous avez colonisés pendant des années, maintenant on est là, et du coup, et qui ont une vraie douleur exprimée, une vraie rancœur envers la France. Quand le président du pays auquel ils appartiennent désormais, et qui est celui dans lequel ils sont et qui sont français, quand le président du pays dit toutes les responsabilités de la France envers l'Algérie et qu'il n'exige pas, ou que lui ne dit pas ce qui a été terrible et ce qui a été monstrueux dans les actes du FLN, qu'est-ce qu'il envoie comme signal à ces gens-là ? Vous voulez appartenir à la France ? Précisément, il leur envoie un signal de paix. Ah bah non, il leur dit la France s'est comportée comme une ordure et en face il n'y a rien, on n'en parle jamais. C'est pas son rôle. Précisément. Mais bien sûr que si, c'est son rôle enfin. Qu'est-ce qu'il peut faire que il prend le rôle des historiens là, donc qu'il le fasse complètement. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Bien sûr que si. Il peut très bien dire dans son discours, il peut très bien dire, mais l'Algérie en face aussi a des responsabilités et j'attends de l'Algérie qu'elle le reconnaisse. Après, l'Algérie fait ça viendra peut-être dans un deuxième temps. Là, on était sur un cas très précis. Quand il dit ça, il y a quand même un souci. Vous dites, ils ont un discours de, je ne sais plus comment vous avez dit, de contre-colonisation, si vous voulez. C'est un terme qui me semble un peu bizarre, mais bon. Qu'ils utilisent, il faut les écouter. Si vous voulez. Mais le fait que la France ne reconnaisse pas ses responsabilités, ça peut être un frein à la création. Vous dites depuis le début qu'elle les reconnaisse, c'est pas le problème. Il faut qu'elle reconnaisse toutes les responsabilités dans cette guerre. Enfin, c'est pas à la France. C'est pas à la France de reconnaître. Vous l'avez dit vous-même. C'est pas à la France de reconnaître les responsabilités. De les dire si. Oui, mais c'est envoyé un mauvais signal. Bien sûr. Mais le travail. Pourquoi de vous recherche, voulez pas la vérité sur tout le dossier, mais précisément parce que la vérité, c'est le travail des historiens. Là, on est dans la question de la mémoire. Et la question de la mémoire, si vous voulez... Non, mais il faut choisir. Soit Emmanuel Macron, il va sur le terrain historique pour la question de la mémoire. C'est pas lui qui fait le travail d'historien. Il reconnaît. Il parle lui-même de vérité historique. Il reconnaît ce qui a été établi. Il reconnaît ce qui a été établi par les historiens. Il y a aussi un consensus sur le fait que le FLN a choisi le terrorisme. Donc il peut le dire aussi. Mais si vous voulez. Mais sauf que c'est pas à la France de déclarer ça. C'est si vous voulez à l'Algérie de le déclarer. Et or, la France n'a pas à exiger de l'Algérie qu'elle déclare quoi que ce soit. C'est ce que je vous dis depuis. Écoutez-moi quand même. Je vous dis, elle ne peut pas l'exiger de l'Algérie. En revanche, elle doit le dire. Vous avez dit le contraire. Vous avez dit il n'exige pas de l'Algérie qu'elle ait. Ah oui, non, mais il peut demander à l'Algérie de le faire. Je veux dire, c'est qu'il ne peut pas obliger l'Algérie à le faire, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il ne le fera pas, rassurez-vous. Mais lui peut dire la responsabilité de l'Algérie, évidemment. Mais oui, c'est ça. Mais c'est précisément. Un dernier mot sur ce sujet. C'est précisément le problème dès lors qu'on entre dans des questions mémorielles. Là, il fait un acte que moi je trouve positif. Ça, j'imagine. Allez, terminé parce qu'on va bientôt. Mais non, mais c'est un acte qui est positif. Il aligne la position de la France sur la vérité historique. Et donc pas la vérité historique du FLN. Okay. On ne vous mettra pas d'accord ce soir sur ce sujet, sur ce travail de mémoire autour de la guerre d'Algérie. On refera un débat, peut-être à l'occasion d'un autre discours du président de la République, si tant est qu'il y en ait un jour. Nous verrons. On fait une courte pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'efficacité de la mesure des 80 km/h sur les routes. Moins 15% de morts sur la route au mois d'août. Ça fonctionne. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline pour parler des 80 km/h sur les routes. Premier bilan, premier chiffre, moins 15,5% de morts sur les routes au mois d'août. Conséquence bénéfique de cette mesure prise pour 400 000 km de routes secondaires. Ces chiffres confirment la tendance à la baisse de la mortalité routière en France. Est-ce qu'il faut s'en féliciter ? Oui, évidemment. Ça représente des vies sauvées et ça, on s'en félicite. Est-ce que c'est une conséquence directe de cette mesure ? Je vais vous passer la parole dans un instant. Écoutez ce qu'en pense Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Je vous laisse deviner la tonalité de ce qu'il va dire. Allez, lobbyiste, lui. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme il dirait lui-même. Pourquoi ? Si j'expérimente quelque chose, il faut que j'ai une zone test qui reste à 90 pour pouvoir regarder l'évolution d'une région à une autre. Or là, toute la France est passée à 80. Comment voulez-vous évaluer l'effet de la mesure ? Qu'est-ce que ça aurait donné si on était resté à 90 ? Peut-être la même chose, je vous rappelle, mars 2018,
moins 13,5. Et j'aurais pu prendre janvier, j'aurais pu prendre février, j'aurais pu prendre d'autres mois. On avait des variations à quasiment 10% de moins en termes de mortalité routière. Alors, qu'est-ce que ça fait bondir? Clément Viktorovitch, ce que vient de dire Pierre Chasseret? Ce qu'il vient de dire, c'est consternant d'un point de vue vraiment purement sociologique. Pour une raison simple, c'est que pour établir la véracité d'un fait en matière sociologique, c'est vrai que le recours à la comparaison, c'est la méthodologie de base. Mais il y a plusieurs manières de comparer. Il y a la comparaison dans l'espace et dans le temps. Ce qui dit est vrai. On aurait pu garder une partie des routes à 80, l'autre à 90 et comparer la mortalité entre les deux. On peut aussi passer toutes les routes à 80 et comparer dans le temps. Là où je le rejoins en partie, c'est que le recul sur un an n'est pas suffisant. Là où je le rejoins pas du tout, c'est que d'ici 2, 3, 4 ans, on verra bien, statistiques agrégées, si la mesure a eu un effet ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des études sur lesquelles se fondait le gouvernement qui montraient qu'à 80 km/h, il pouvait y avoir une diminution de la mortalité. Honnêtement, les études en question étaient contrastées, controversées et il n'y avait absolument aucune certitude scientifique. Si la mesure porte ses fruits, ce sera plutôt une bonne nouvelle pour le gouvernement et une nouvelle assez inattendue. J'en ai vu un autre sur ce thème, Julien Bayou. Et après, je laisserai la parole à ceux qui Pierre Chasseret, en fait, un lobbyiste qui défendent ne dit pas son l'automobilisme. nom. On ne sait pas par qui il est financé. Moi, j'ai cherché. Bon Il semble que l'Automobile Club le finance. Il ne veut jamais dire la vérité des sources de son financement. Cette association. C'est un autre débat. Non, vraiment, c'est irresponsable. J'entends, mais C'est irresponsable parce que sur le fond de ce qu'il dit. Et sur le fond de ce qu'il dit, voilà, ça a été démontré. La réalité, c'est que les chiffres de la mortalité baissent depuis juin. En fait, depuis l'annonce. Donc effet psychologique pour vous. Apparemment c'est ça. Et aussi le fait que comme cette mesure a été beaucoup critiquée, et je comprends le désagrément que ça peut causer, etc. Le fait qu'elle ait été beaucoup critiquée, en fait on a beaucoup plus parlé de sécurité routière et de combien de temps de freinage, etc., etc. Et en fait plus on parle de sécurité routière, plus les gens font un peu attention. Et donc le fond de l'affaire, c'est que bien sûr des désagréments, je sais qu'on a envie de rouler vite, etc. Enfin, 46 vies, c'est 46 vies sauvées, c'est aussi 46 familles qui sont bien sûr sauvés. Bien sûr. Jean-Claude Dacier, alors. D'abord, il faut se féliciter de ce résultat. Je pense qu'il faut être prudent. Moi, je suis comme Jean-Yann, je fréquente beaucoup les routes secondaires. Il ne m'a pas frappé que le passage de 90 à 80 km/h soit très spectaculaire. Ni très embêtant. Soyez honnête. Reconnaissez-le. On met 2 minutes de plus, la belle affaire. Je crois que nos amis ici ont raison. Attendons quelques mois pour voir si effectivement cette mesure est efficace dans ce domaine. Mais moi, je ne suis pas capable de dire que c'est les 80 km/h qui expliquent cette diminution, pas plus que je suis capable d'expliquer pourquoi il y a eu 24 morts en vélo on va en parler au dans cours un de instant. cette même mesure. Je ne sais pas l'expliquer. Donc j'attends, soyons Oui, prudents. vous avez raison. On verra bien. Un peu de recul. Emmanuel Ménard. Bien sûr, il faut attendre pour voir, mais on ne va pas mégoter. C'est une très très bonne nouvelle. Et une double bonne nouvelle, si j'ose dire, pour le gouvernement, c'est que les flashs ont augmenté multipliés par 2 sur la même période, voire 2,5. Dans l'Hérault, c'est 2,5. Chez nous, les flashs ont été multipliés. Ça veut dire autant de PV et de contraventions qui rentrent dans les caisses de l'État. 400 000 km de plus avec les radars, ça. Charlotte Dornelas, sur ces 80 km/h, effet psychologique, pas effet psychologique. J'en ai aucune idée, j'ai pas la capacité moi de savoir si effectivement. Vous avez le permis de conduire ou pas? Donc j'ai mon permis de conduire. Ouf. Enfin ouf. Vous pourriez tout à fait vivre sans. En voiture. Non, effectivement, je pense que c'est un peu surréaliste de débattre d'une mesure qui vient d'être mise en place, tant mieux s'il y a moins de morts. Je pense qu'il y a eu un ressenti particulièrement grave sur cette mesure dans les territoires ruraux en particulier, parce que dans les territoires ruraux, la plupart du temps, vous roulez à 90 km/h. Moi, j'en viens, je suis né à Châteauroux, j'ai mon permis de conduire, je roule à 90 km/h sur à peu près toutes les routes, puisqu'il y a peu d'autoroutes aussi. Et du coup, les gens ont un peu l'impression, quand ils habitent dans un territoire très rural et où les services publics s'en vont et où tout s'en va, que finalement, ce qui s'en va avec les 80 km, avec le passage à 80 km/h, c'est juste ça, c'est juste le service public, c'est l'accès aux soins parfois, c'est l'accès aux grandes surfaces, c'est l'accès à tout un tas de trucs. Là, par exemple, je vais vous prendre un cas très concret. Dans mon département, dans l'Indre, il y a une maternité qui a fermé, qui est dans la ville du Blanc. La maternité qui ferme, ça veut dire que vous devez faire 60 km pour ensuite aller accoucher. C'est un énorme problème. D'ailleurs, il y aura une très grosse manifestation samedi à 16h à la mairie du Blanc. Séquence promo. Comme ça, au moins. 80 km/h, c'est plus dangereux. Ce que je veux dire, c'est que plus lent d'aller à la maternité. Avec le passage aux 80 km/h,
du coup, vous mettez encore plus de temps pour aller dans les hôpitaux qui sont alentours. Donc, c'est pas un argument. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est que ça. Non, c'est pas ça. C'est que ça pose la question. Si vous voulez que les gens soient pas mécontents du fait qu'on passe à 80 km/h, si effectivement ça a un effet positif sur la sécurité routière, sur la sécurité, alors il faut à ce moment-là que vous ayez associé du service public dans les territoires ruraux et des transports publics, du genre le train, par exemple, qui s'en va aussi dans les territoires ruraux. Tout petit mot, Clément, sur la voiture, avant de passer la parole. Moi, j'entends l'argument sur les services publics qui me semble fondé. En revanche, si dans le cas où quelqu'un s'apprête à accoucher et qu'il faille aller à la maternité, que ce soit 80 ou 90, j'imagine que la limitation de vitesse, c'est plus la chose prioritaire qu'on a en tête. Un dernier mot quand même. Oui, un petit mot. Non, mais bon, la loi n'existe plus quand on va accoucher. J'imagine. C'est pour ça. Même à 120 à l'heure, s'il y a un gendarme, il comprendra. Mais il ouvrira la route pour aller à la maternité. Ça me semble être du bon sens. sens. Allez, on termine là-dessus. Un petit mot, parce que autant les études sur la baisse de la mortalité pour la baisse à 80 km/h, honnêtement, les études sont controversées. En revanche, et c'est quelque chose qu'on a assez peu dit, et pour moi, c'est la raison principale qui a motivé cette mesure, c'est que de 90 à 80, il y a une baisse significative, très significative des émissions carbone, des émissions de CO2 et de particules fines d'ailleurs plutôt. Et en fait, cette mesure, on peut débattre sur est-ce que ça va sauver des vies ou pas, l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que pour le climat, c'est déjà une excellente mesure aujourd'hui. Il y a consensus pour le coup sur toutes les études. Pourquoi ne le disent Julien Bayou, sur le vélo, chiffre surprenant, 24 cyclistes tués pendant ce mois d'août, c'est un des pires résultats enregistrés. Pas d'explication pour l'instant évidemment, mais est-ce que le vélo est devenu plus dangereux? Est-ce que le fait qu'il y ait plus de vélos sur les routes multiplie les risques d'accident? Mais malheureusement, non, j'ai pas vu de raison particulière. C'est un mois d'août meurtrier. Cyclistes et motos. On ne sait pas vraiment pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, ça incite à développer. Il y a énormément de gens qui veulent faire du vélo et qui se disent que c'est dangereux en ville ou dans les territoires ruraux. Et donc, ça incite à développer des infrastructures dédiées. Ça, je peux dire que ça. Demain, le gouvernement va déployer son plan vélo pour toute la France. L'objectif, c'est tripler la part du vélo dans les déplacements des Français d'ici 2024. Avec mise en place d'un appel à projet de 350 millions d'euros sur 7 ans. C'est une bonne sur les infrastructures, justement. Ouais. Sur les infrastructures. Et parce que justement, instaurer un forfait mobilité qui devrait permettre aux salariés de se déplacer en vélo ou en covoiturage de toucher une indemnité exonérée de cotisations sociales qui pourrait, je termine, qui pourrait aller jusqu'à 400 € par an. 400 € par an si vous prenez votre vélo pour aller au boulot, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et oui, parce que l'indemnité, elle existe pour les voitures. Il y a des aides pour les transports et pour le vélo était laissé de côté. Alors, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent prendre le vélo, mais il faut les y inciter et puis surtout il faut leur permettre de le faire dans des bonnes conditions. Alors évidemment c'est excellent pour l'environnement, ça va de pair, c'est aussi excellent pour la santé, mais des choses qu'on imagine, qui sont peut-être moins intuitives, c'est excellent aussi pour l'emploi, pour le retour à l'emploi, c'est-à-dire avoir un vélo, pouvoir se déplacer même dans des territoires ruraux de quelques kilomètres, c'est une manière de non, c'est pas 50 ou 100 km. Bien sûr, mais c'est une manière d'avoir de la mobilité et donc un meilleur retour à l'emploi. Et puis la filière vélo en soi, c'est-à-dire le fait de construire des vélos et puis surtout de les réparer, c'est en fait en aval et c'est là qu'il y a la maintenance, c'est des dizaines de milliers d'emplois en perspective et des emplois non délocalisables. Si on passe de 3 à 9%, il y a une étude européenne qui estime qu'en France, ça pourrait créer 40, 45 000, 50 000 emplois. Avec le bémol de la sécurité, et encore une fois, avec les chiffres qu'on vient d'avoir sur le mois d'août. Mais c'est pour ça qu'il faut des infrastructures dédiées. D'accord. Vous voulez réagir sur le vélo? Je ne sais pas, les infrastructures dédiées, c'est quoi? C'est des couloirs réservés? Par exemple, si vous avez 4 km de route entre deux villages, vous parlez de l'Hérault, moi je fais de la route des fois entre Saint-Chinian et Cessenon, c'est 9 km, ça peut se faire en vélo, mais enfin vous roulez, sur cette route, il vaut mieux pas sur cette route. Voilà. Donc avoir une piste dédiée à côté, et bien là, à Paris, sur le voie express, je ne vois jamais un vélo. Ça y est. Avec ça. Alors moi je comprends pas le problème à Paris, c'est les Vélib. Si vous avez les chiffres. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on embête tous les Français avec, vraiment ça c'est l'occasion de vous demander, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on embête tous les Français. Avec la voix Georges Pompidou, 70 millions d'habitants et seulement 2 à Paris. Et à chaque fois, dans chaque émission, on parle du vélo, on nous dit la voie sur berge, etc. Alors pour les non-parisiens qui nous regardent, c'est une toute petite portion des quais de Seine. C'est très parisien comme débat. Ça fait un débat. Et les Parisiennes et les Parisiens sont en train de s'approprier ces quais. C'est l'occasion de faire du vélo dans un cadre magnifique. Et donc, résultat, vous en parlez. Oui, mais justement, j'explique parce que tout le monde pense avec
C'est de la prétérition. La prétérition. C'est-à-dire, non, je ne vais pas faire ça, mais un argument tout en prétendant qu'on y renonce. Bon, allez. Par contre, on pourrait parler, si on veut parler des vélos à Paris, de Vélib, qui pour le coup très compliqué, le sujet Vélib. a été très compliqué à mettre en place. Là, fonctionne assez mal. Et pour le coup, puisque on parle des vélos et que j'ai la parole, j'en profite. Sachez que nous, on est en train de lancer une votation citoyenne sur la municipalisation du Vélib, justement, pour que on puisse décider de venir en régie publique, parce que là, c'est confié à un utilisateur, à une entreprise privée, et on voit que ça fonctionne pas. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça sur le site. Deuxième séquence promo. Allez, on va passer à une interview qui ne nous a pas échappé, Clément Viktorovitch. C'était ce matin sur Europe 1, et c'est Nicolas Sarkozy qui s'engage dans la lutte contre le cancer de l'enfant. Écoutez-le. C'est tellement douloureux, c'est tellement indicible, c'est tellement inimaginable que, il faut faire un effort. Et puis dans les yeux de ces enfants, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la vie est plus forte que tout. Il n'y en a pas un qui s'est plaint. Il y a une petite fille de 5 ans, complètement chauve, sous chimiothérapie à des doses incroyablement brutales, se plaignait pas. J'ai vu des mères de famille qui avaient arrêté leur boulot tous les jours, des heures de transport pour aller là-bas à Gustave-Roussy. Elles se plaignaient pas. J'ai vu un père qui était là, il attendait la consultation. Je lui ai dit, ça va monsieur, vous en sortez ? Et il me dit, quand je vois mon fils, 7 ans, je peux pas craquer. Des infirmières, des aides-soignants, des médecins, au fond, là-bas, et honte sur moi qu'ils ne le savaient pas, j'ai vu la vie. Au bord de la mort, j'ai vu la vie comme on la voit jamais. Alors, j'entends bien que l'actualité, que Benalla, tout ça, par rapport à ça, c'est rien. Clément Viktorovitch. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, s'engage pour une belle cause, une noble cause. Il a pour objectif de lever 10 millions d'euros, donc moi ça m'a touché, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et puis surtout, c'est vrai que j'ai retenu cette formule, au bord de la mort, j'ai vu la vie. Et moi j'ai trouvé ça très beau, figurez-vous. Alors si on rentre dans la boîte poétique, c'est une double paronomase. La paronomase, c'est la figure qui consiste à rapprocher 2 mots, il y a une sonorité proche, au bord de la mort, j'ai vu la vie. Puis c'est assez élégant parce qu'au bord de la mort, il y a une assonance en R, donc c'est rugueux, c'est dur. J'ai vu la vie, il y a une assonance en V, c'est plus virevoltant, c'est plus élancé. Et donc ça donne comme ça une sorte de parallélisme poétique qui est très élégant. Moi j'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça beau et ça m'a fait plaisir. C'est très beau. Antoine Léaumont. Non, c'est une allitération. C'est très beau et c'est marrant, ça le rend, Emmanuel Ménard. c'est amusant, ça le rend très humain en fait. Vous allez découvrir que Sarkozy a un cœur. Alors, c'est bien. Il y a quelque chose qu'il a dit dans cette interview. Pour qu'on parle sur des bases très concrètes, les cancers des enfants, c'est 2500 personnes par an, nouveaux cas, et c'est 500 décès par an. Et Nicolas Sarkozy, dans son interview, il a dit une phrase qui lui échappe un peu, enfin sous cette forme-là, lui échappe un peu. Il dit « Les laboratoires pharmaceutiques font tout ce qu'ils peuvent. Le problème, c'est que le cancer des enfants, il n'y en a pas assez. » Et donc là, il trébuche et il dit « Enfin, pas assez pour amortir une molécule, un médicament. » C'est la réalité. Et là, il pointe un problème de fond, en réalité, sur la gestion du cancer des enfants. C'est qu'il n'y a pas de marché pour que des entreprises pharmaceutiques gagnent assez d'argent pour développer des solutions. Donc le seul moyen qu'on a pour faire quelque chose, c'est de sortir du marché et c'est de mettre en place... Nous, on proposait par exemple de mettre en place un pôle public du médicament pour justement sortir les logiques de recherche des logiques de marché. Et de fait, il fait écho un peu à une campagne de communication qu'avait fait Médecins du Monde sur le cancer et sur la manière dont les laboratoires pharmaceutiques se font de l'argent sur le cancer. Ils avaient fait 2 affiches qui, moi, m'avaient ultra choqué. Ils disaient « Bien placé, un cancer peut rapporter 120 000 euros ». Et il y en avait une autre qui disait « Chaque année en France, le cancer rapporte 2,4 milliards d'euros ». Et je pense que si on veut régler le problème du cancer, et en particulier du cancer des enfants, il faut sortir des logiques de marché parce que sinon on n'y arrivera pas. Emmanuel Ménard, sur ce problème. Je ne sais pas si on réglera des choses en sortant les laboratoires pharmaceutiques de la logique de marché, parce qu'ils vont nous dire il faut bien qu'on gagne notre vie d'une façon ou d'une autre. Alors certes, c'est pas très moral de dire qu'ils se font de l'argent sur le dos des enfants qui sont atteints d'un cancer, évidemment, et ça choquera tout le monde. Mais bon, et on peut prendre le groupe c'est qu'ils ne veulent pas investir. Le groupe Bayer, parce que c'est trop cher et qu'il y a évidemment... Ils vendent les pesticides qui créent les cancers et ils vendent le médicament qui guérit le cancer. Alors ça, si c'est pas un modèle économique absolument dégueulasse mais super efficace, je sais pas ce que c'est.
Julien s'est Bayou. beaucoup éloigné de la beauté. De fait, non, mais, Mais je suis d'accord. Non, mais Je suis de d'accord fait, avec ce que dit Nicolas Sarkozy sur ce point-là. De fait, pour le coup, les cancers sont une maladie. Enfin, il y a un fléau et en pleine expansion. Et on sait maintenant que c'est très lié à l'exposition. On appelle ça la santé environnementale, c'est-à-dire ce qui nous entoure. Et c'est les pesticides, c'est les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Tous les produits, bien sûr, la pollution de l'air, tous les produits qui nous entourent et dans lesquels il y a des molécules qu'on ne maîtrise pas très bien. Et il faut commencer aussi par éviter tous ces heureusement que l'espérance de vie augmente. Et ça commence par sortir. Heureusement. Ça commence par sortir des pesticides. L'espérance de vie en bonne santé est en train de diminuer. On termine sur une note un peu plus légère, si vous voulez bien. On termine punchline par du rap. L'espérance de vie en bonne santé diminue. Le rap d'Olivier Besancenot. Ça date un tout petit peu, mais j'avais envie de vous la diffuser avant de la fin de la semaine. Il rappe pour dénoncer Emmanuel Macron. Écoutez. Ah bon, c'est bien. Les uns contre les autres, ils nous dressent. Nous stigmatisent, nous oppressent. En victime, voudraient qu'on pose. S'attaque aux effets, jamais aux causes. Pouvoir non partagé. Richesse non partagée. 8 milliardaires au sommet. 3 milliards et demi se font spolier. Film en fait pas cabouler. Sponsor officiel de l'Élysée. Classé plus sur l'échiquier. Dans les médias, beaucoup de chiquets. Dans vos va des mallettes Les de sont billets. ouverts, beaucoup d'incrédulité d'un côté du plateau. Charlotte Dornelas, bon voilà, c'est un moyen d'utiliser la musique. Là. Bon. C'est du jeunisme un peu passé pour moi, mais bon. Antoine Léaumont. Non, mais c'est bien de faire un rap politique. Ok, c'est un minima, ça. Ok. La politique d'Emmanuel Macron. C'est bien, c'est pas très convaincant. Julien Bayou. Moi, je découvre, mais bon, en tout cas, les chiffres sont corrects. Et ça nous renvoie au plan pauvreté. On boucle la boucle. Bien sûr. Et Clément Viktorovitch. Moi, c'est plutôt musicalement que j'ai pas été tout à fait convaincu. Vous êtes un grand fan de rap, il faut le dire. Mais moi j'aime beaucoup le rap et là alors il cède à une mode, c'est le rap à la mode en ce moment, on appelle ça de la trappe avec une grosse basse comme ça et puis des silences en fin de. Et encore vous ratez parce qu'à la fin il y a des voix autotunées aussi. Hein. Ouais, il y a de l'autotune. J'ai pas été convaincu moi, mais musicalement plutôt. Alors, Emmanuel Ménard. Non mais Jean-Claude, faut vous y mettre au rap. Faut sortir du classique. Il faut que je réécoute pour comprendre les paroles. Emmanuel Ménard. Je découvre aussi, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Voilà. Allez, voilà, on terminait sur une note un près. tout petit peu plus gaie. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce punchline. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, parce que moi ça m'aide énormément pour savoir si vous trouvez que j'ai le bon ton, si vous trouvez que je me comporte correctement sur les plateaux et que je défends correctement les choses ou pas. Et puis si vous passez ici pour la première fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici, et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications, notamment sur votre téléphone. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!